Bienvenue à tous, merci beaucoup de nous rejoindre. Je suis Lena Petrova et je vous présente un nouvel épisode du podcast World Affairs in Context. Aujourd'hui, nous recevons Larry McDonald. Larry est un auteur à succès du New York Times et le fondateur du Bear Traps Report, une lettre d'information sur l'investissement axé sur le risque politique et systémique. Son nouveau livre, How to Listen When Markets Speak, est un best-seller et je le mentionnerai ci-dessous. Larry, bienvenue à nouveau dans l'émission. C'est un vrai plaisir de te revoir. Merci Lena, merci de m'avoir invité, j'apprécie vraiment. L'un des plus grands chocs de ces dernières semaines a été l'ampleur du déclin du dollar américain. On le constate partout. Les gros titres en parlent. Le dollar vient d'atteindre son niveau le plus bas depuis plus de 4 ans, perdant 10% de sa valeur en 12 mois. Plus tôt cette semaine, il a subi sa plus forte chute en une journée depuis la mise en place des tarifs douaniers de l'an dernier. Et dans le même temps, nous venons d'entendre le président Trump déclarer que le dollar américain, je cite, se porte très bien. Que pensez-vous de cela et qu'est-ce qui explique la baisse de la valeur de la monnaie américaine? Eh bien, dans notre livre, la thèse baissière sur le dollar repose sur des fondations qui ont été posées à Washington, par les républicains comme par les démocrates. Il ne s'agit pas seulement d'irresponsabilité budgétaire et de déficit insensé. Ce sont des années et des années de sanctions contre nos partenaires commerciaux et nos partenaires mondiaux, qu'ils soient adversaires ou alliés. Et puis, il y a la confiscation de biens dont nous parlons également dans le livre. Ce sont donc de vieux récits, mais ils ont vraiment marqué le début du déclin du dollar en 2022. C'est comme je l'appelle de l'hubris ultime à Washington. Quand on prend un gourdin et qu'on frappe des pays à coups de sanctions, on intimide le monde. Démocrates et républicains confondus, vous confisquez des biens en Russie? Cela reste une confiscation de biens. Et depuis ce moment, en 2022, tous les autres pays des marchés émergents dans le monde se disent « Oh là là, je dois faire attention à l'endroit où je place mon argent. Est-ce que je veux vraiment avoir trop d'argent en dollars ?» Ensuite, on en arrive à toute la guerre commerciale avec l'équipe Trump. Et au bout du compte, nous avons supprimé 5 millions d'emplois aux États-Unis au cours des 20 dernières années. Nous les avons exportés partout dans le monde. Nous avons dévasté la Rust Belt d'un point de vue de sécurité nationale. C'est grave. Littéralement, nous devons importer énormément de choses liées à la sécurité nationale, notamment les terres rares, par exemple. Alors, il y a l'affaire du Groenland. Il y a la guerre commerciale. Trump essaie, tu vois, de montrer les muscles, d'essayer de ramener des emplois. L'Amérique d'abord, parce que les républicains estiment que l'Amérique a été reléguée au second plan pendant de nombreuses années. Et tout cela se traduit par plus de conflits, des relations plus tendues avec nos partenaires commerciaux. Donc tout le complexe mondial est passé d'un monde unipolaire à un monde multipolaire. C'est ce dont nous parlons dans le livre. Et c'est en partie la raison pour laquelle on observe cette forte baisse du dollar. On est passé d'un monde unipolaire à un monde multipolaire. Quand le président Trump a dit que le dollar se portait très bien, cela m'a en fait rappelé Warren Buffett. J'ai vu son interview le mois dernier et il a dit que la tendance d'un gouvernement est d'affaiblir sa monnaie. Cela me fait donc me demander si Trump est prêt à tolérer un dollar plus faible, ce qui expliquerait pourquoi il dit que tout va très bien, que le dollar se porte bien. S'il est disposé à accepter un dollar plus faible pour faire baisser les taux et potentiellement stimuler les exportations américaines. Eh bien, nous étions à Washington il y a peut-être 6 ou 8 semaines.
Et je peux vous dire qu'il y avait 2 camps à la Maison-Blanche. Nous avons passé un peu de temps au Trésor, et quand on passe beaucoup de temps à Washington, on se rend compte qu'il y a 2 camps. Il y a le camp du dollar fort, je ne les appellerai pas des Rhino, mais il y a certains républicains plus traditionnels. Et puis il y a l'aile de J.D. Vance et Don Jr., qui au fond regardent vers la Rust Belt. Comme je l'ai dit, les États-Unis ont été dévastés dans de nombreuses régions. Ces 5 millions d'emplois ont quitté le pays et ils veulent essentiellement rééquilibrer le monde avec un dollar plus faible, n'est-ce pas? Et c'est une partie de notre thèse dans le livre. Il s'agit essentiellement d'actifs financiers, des actions de croissance et des obligations. Les obligations sont liées au dollar, n'est-ce pas? Ce ne sont que des certificats papier. Les actifs tangibles sont davantage liés à une situation où si vous êtes dans un régime de dépréciation du dollar vraiment intentionnel, on essaye d'équilibrer le commerce mondial et de rapatrier certains emplois. Ne vous méprenez pas, ils ne vont pas ramener 5 millions d'emplois aux États-Unis. Mais pourraient-ils en ramener 1 million? Oui. Au bout du compte, quand on a un trou de dette de 38 000 milliards de dollars, il n'y a que 2 issues, le défaut de paiement ou ce que nous appelons un jubilé de la dette. Cela remonte à la Bible. Ou monétiser la dette en maintenant les taux d'intérêt en dessous du taux d'inflation. Et vous ne pouvez pas sortir en tant que Fed, Trésor ou Maison-Blanche et dire cela parce qu'il y a déjà suffisamment de gens dans le monde et à la Maison-Blanche choqués par des choses comme le Groenland et cherchant à montrer leurs muscles à travers le commerce. Mais retenez bien mes paroles, il n'y a aucun doute dans mon esprit, ni dans celui de nombreux investisseurs institutionnels avec lesquels nous travaillons, parmi les plus grandes institutions du monde, qu'il s'agit d'une politique de gestion des taux d'intérêt, les maintenant en dessous du taux d'inflation. De cette façon, on peut essentiellement monétiser la dette au fil du temps et se sortir de ce gouffre de 38 000 milliards de dollars. Larry, pour nos téléspectateurs qui ne sont peut-être pas aussi familiers avec les termes financiers, pourriez-vous expliquer brièvement ce que vous entendez par monétisation de la dette? Eh bien, si vous avez une inflation qui se maintient à 1% ou 2% pendant une longue période et que vous avez des dettes, alors lorsque l'inflation passe de 1% ou 2% à disons 3% ou 4%, au fil du temps, votre dette qui est remboursée des années plus tard perd de la valeur. Prenons un exemple. Vous achetez une obligation à 10 ans. C'est une obligation d'une valeur nominale de $1,000. L'État emprunte $1,000 pour simplifier sur 10 ans et il vous verse un coupon. Puis après 10 ans, il vous rend votre argent. Mais si vous êtes dans un contexte inflationniste, lorsqu'il vous rend cet argent, il vous le rend en dollars dévalués. Donc d'une certaine manière, le gouvernement fédéral se désendette ainsi. Exactement. Donc, il y a cette idée qu'un problème d'endettement, comme vous l'avez mentionné, est suivi d'une dévaluation de la monnaie. Et nous voyons les banques centrales du monde entier acheter de l'or. Et elles ne le font pas pour le profit. Elles le font pour échapper, effectivement, au dollar et aux risques associés aux actifs libellés en dollars américains. Ainsi, pour la première fois depuis 20 ans, l'or a officiellement dépassé les bons du Trésor américain dans les réserves des banques centrales. Ma question est la suivante. Washington pourrait-il réellement, vous avez mentionné qu'il y avait 2 camps, n'est-ce pas? Pourrait-il réellement stabiliser le dollar s'il le voulait vraiment? Ou avons-nous dépassé ce stade? Eh bien, si le déraillement du dollar devenait incontrôlable, il ferait certainement certaines choses pour stabiliser la monnaie. Que le président des États-Unis sorte cette semaine et déclare « Le dollar va bien »,
Cela, par définition, va en choquer et en effrayer certains, non? Parce que JP Morgan disait déjà en 1907, « Méfiez-vous du banquier qui prétend ne pas avoir besoin de votre capital, car le simple fait de prononcer ces mots signifie qu'il en a bel et bien besoin. » En d'autres termes, le simple fait d'affirmer publiquement que le dollar va bien, et le président doit le dire, tout comme le Trésor, c'est clairement un signe d'alerte. Cela rend les investisseurs moins confiants et c'est pourquoi le dollar a en réalité chuté après la déclaration du président. C'est exact. Il semble donc qu'il soit à l'aise avec un dollar faible pour les raisons que vous venez d'évoquer. Et les investisseurs mondiaux ne semblent pas vraiment croire que Washington maîtrise la situation, n'est-ce pas? Est-ce que je comprends bien? Nous organisons donc des dîners d'idées à travers le monde. La meilleure partie du fait d'écrire un livre à succès, c'est les personnes que l'on rencontre et les excellents mentors que l'on se fait. Nous avons organisé des dîners d'idées au cours des 18 derniers mois à Zurich, Genève, Londres, Los Angeles, Montréal et bien d'autres encore. Et il ne fait aucun doute que les investisseurs mondiaux, surtout depuis le discours dans la roseraie en avril, lorsque Trump a vraiment présenté ce programme agressif sur le commerce, et maintenant avec le Groenland, sans oublier la question du canal de Panama lors de l'inauguration. Ces démonstrations de force ont choqué nos partenaires commerciaux et les investisseurs institutionnels. Et ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, nous avons connu plusieurs journées, surtout en avril, où le dollar a baissé, les obligations ont baissé et les actions ont baissé, tout cela le même jour. C'est quelque chose qu'on observe généralement dans un pays émergent. Et lorsque vous parlez à ces investisseurs mondiaux, il est très clair qu'ils étaient surexposés au dollar. Beaucoup d'entre eux ont désormais pour mandat de réduire leur exposition au dollar, car nous avons atteint un point de rupture avec le dollar en 2022. Il est devenu trop fort. Comme je l'ai dit, nous avons dévasté la Rust Belt. Il y a beaucoup de choses liées à la force du dollar qui sont vraiment néfastes. Et maintenant, les investisseurs mondiaux prennent du recul. Si vous discutez avec des fonds de pension à travers le monde et que vous lisez vraiment entre les lignes, il y a un mandat pour réduire l'exposition au dollar. Cela se poursuit surtout depuis l'événement du Rose Garden l'année dernière. Le secrétaire au Trésor, qui est en réalité un bon communicant, a en quelque sorte éteint cet incendie autour du dollar après le Rose Garden en avril. Maintenant, souvenez-vous que les élections de mi-mandat sont dans environ 10 mois. La Maison-Blanche veut donc être aussi agressive que possible en ce moment sur des sujets comme le Groenland et les menaces commerciales, car elle ne pourra plus vraiment le faire à mesure que les élections approcheront. C'est la dépréciation de la monnaie, les déficits, presque 6% du PIB, la confiscation de biens avec la Russie, les sanctions, puis les hostilités commerciales agressives, et ensuite le Groenland. Tous ces éléments détournent la communauté mondiale des investisseurs du dollar. Et c'est pourquoi, dans notre livre, nous parlons d'actifs tangibles, cuivre, or, platine, palladium, argent, par opposition aux actifs financiers. Une dernière statistique. Microsoft, à ce jour, est pratiquement inchangé depuis 2 ans, tandis que l'or et l'argent ont augmenté de plus de 150%, n'est-ce pas? Donc, actifs financiers, certificats papier contre actifs tangibles dans un régime mondial de dépréciation du dollar. Donc la valeur du dollar américain est en baisse, mais le marché boursier américain, lui, monte, n'est-ce pas? J'ai lu quelque part que rien que ces 2 dernières années, les flux d'investissement en actions américaines ont dépassé les 900 milliards de dollars. Aidez-nous à comprendre ce qui se passe ici. Pourquoi le marché boursier grimpe-t-il alors que le dollar continue de s'affaiblir?
Eh bien, nous assistons à une forme étonnante de migration depuis le groupe des Mag 7, les Microsoft, les Meta de ce monde. Le capital quitte ces entreprises pour se diriger vers des actions de valeur, des actions internationales. Le marché s'élargit donc un peu. Il était extrêmement concentré sur quelques noms seulement, et c'est le début d'un processus plus vaste. Les actions internationales, depuis le 4e trimestre, surperforment le S&P. Je dirais ceci, nous avons organisé un dîner d'échange d'idées en décembre à Palm Beach. Et lorsque j'entends 3 investisseurs institutionnels très connus dire la même chose, le point qu'ils m'ont fait remarquer est le suivant. Quand vous voyez la valeur mondiale, les actions à grande capitalisation en dehors des États-Unis, doubler la performance du S&P l'année dernière, puis cette année encore afficher littéralement 5%, 10%, voire 20% de plus que le S&P, c'est le début d'une tendance pluriannuelle. Ce n'est pas quelque chose que l'on observe sur une seule année comme une anomalie passagère. C'est le principal message que je reçois de nombreuses institutions à travers le monde. Donc, avec la valeur mondiale, il faut réduire son exposition aux États-Unis et réorienter cela vers le reste du monde. Très intéressant. En parlant du marché boursier, je dois vous poser cette question, car je pense que beaucoup de nos téléspectateurs seraient très intéressés d'entendre votre avis à ce sujet. Les actions liées à l'IA représentent environ 30% du S&P 500, et beaucoup s'inquiètent aujourd'hui qu'une bulle de l'IA, liée à la flambée des valorisations et probablement à la spéculation sur des startups non éprouvées, puisse causer de sérieux problèmes à l'avenir. Alors, que pensez-vous de la possibilité qu'il y ait une bulle de l'IA? Et si vous pensez qu'il y en a une, quelles pourraient être les conséquences potentielles dans le pire des cas? Eh bien, aujourd'hui, Microsoft recule d'environ 10%. Et nous avons vérifié, quand la dernière fois le cuivre avait-il augmenté de 10% en une journée, pendant que Microsoft baissait de 10% le même jour. Nous sommes remontés jusqu'aux années 1980 et n'avons trouvé aucun jour aussi extrême. C'est assez rare, car on parle de la 2e plus grande capitalisation de l'indice S&P 500. Donc, vous savez, ce genre de migration de capitaux hors des États-Unis, des actions de croissance vers d'autres types d'actions, la valeur mondiale, c'est un choc énorme. Et c'est une grande transition qui est en train de se déclencher sur le marché en ce moment. Nous avons déjà vu cela à l'époque de la bulle Internet, puis à nouveau avec les compagnies pétrolières et gazières entre 2010 et 2014, lorsqu'il y a eu une explosion des dépenses d'investissement, des milliers de milliards de dollars. Nous avons déjà dépensé $1 billion en investissement. Wall Street s'attend à $1,5 billion supplémentaire au cours des 2 prochaines années. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec Microsoft, si l'on regarde leurs résultats, c'est qu'ils ne génèrent pas suffisamment de rendement sur le capital. C'est un choc et c'est vraiment un problème potentiel. Une reconstruction massive du S&P, car lorsqu'un groupe d'entreprises dépense autant sans aucune visibilité sur le retour sur le capital investi, cela commence à inquiéter les gens. Si l'on regarde les performances de Meta, de Microsoft ou encore celles de nombreuses actions du Mag 7 au cours des 6 derniers mois, cela surprend beaucoup de monde. Oui, donc ce ne sera pas exactement comme l'éclatement de la bulle Internet. Et ce ne sera pas non plus exactement comme les dépenses excessives et les investissements en capital dans l'industrie pétrolière et gazière entre 2010 et 2014. Nous en parlons dans notre livre. Mais c'est similaire. Quand on engage ce type d'investissement, il est très difficile d'en récupérer la valeur en termes de rendement sur cet investissement. C'est presque comme une compétition de testostérone où tout le monde bombe le torse dans la Silicon Valley. Tout le monde veut être le premier.
et tout le monde pense que si tu n'es pas le premier, tu seras le dernier. Mais c'est ce genre de dépenses dopées à la testostérone, sans aucun retour sur le capital investi, qui commence maintenant à secouer le marché. C'est vraiment intéressant, car je pense qu'au cœur de tout cela, il y a la question des valorisations, n'est-ce pas? Et en tant qu'expert comptable et ancien auditeur, je me demande, tant de nouvelles entreprises arrivent sur le marché, et en gros, il suffit d'ajouter IA au nom de sa société pour devenir soudainement une start-up d'intelligence artificielle qui peut ou non être rentable. Mais qu'est-ce qui alimente ces valorisations extraordinaires dans le domaine de l'IA en ce moment, alors qu'il y a déjà tant de discussions sur leur manque de rentabilité? Est-ce vraiment lié, comme vous l'avez dit, au retour sur investissement, ou même à la possibilité que le secteur à court terme surmonte tous les défis auxquels il est confronté, comme les villes, les communes et les communautés qui ne veulent pas qu'un nouveau centre d'IA soit construit à proximité? Il y a tellement de problèmes, et pourtant, on voit toujours ces valorisations s'envoler. Exactement. Et nous avons effectivement constaté une envolée des prix, mais nous voyons aussi de grands changements au sein du marché. C'est comme une période d'éveil où Nvidia reste encore très proche de ses plus hauts historiques. Mais d'une certaine manière, toute cette histoire de mémoire, regardez Micron. Micron se négocie au pourcentage le plus élevé au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours jamais enregistrés. Et le coût de la mémoire explose. Ce qui signifie que les dépenses d'investissement de sociétés comme Microsoft et Meta augmentent. Car lorsqu'elles achètent ces puces, le coût de la mémoire a grimpé de plus de 100% ces derniers mois. Cela crée donc cette impression qu'il faut investir encore plus d'argent, n'est-ce pas? Donc, très souvent, avec des produits de base comme la DRAM et la mémoire, des prix plus élevés finissent en réalité par entraîner une baisse des prix car ils écrasent la demande. Ce qui nous attend en ce moment, le grand choc, la raison pour laquelle nous allons connaître un crack sur le marché, c'est que tant de richesse est concentrée dans les actions liées à l'IA. Comme tu l'as dit, 35% du S&P. Il y a ce risque NIMBY, pas dans mon jardin. Et puis, tout le problème de la mémoire, où les coûts de ces investissements explosent, car les processus d'IA et les centres de données ont besoin de toujours plus de mémoire pour ce qu'on appelle l'inférence. Donc, la première étape de l'IA, c'est l'apprentissage. Ensuite, les données alimentent l'IA dans ce qu'on appelle l'inférence. Et l'inférence nécessite énormément de mémoire. Wall Street est désormais optimiste à propos de ses actions de semi-conducteurs, mais l'optimisme autour, disons, de Micron est en réalité négatif pour beaucoup d'autres. Je pense que cela va être très défavorable pour Nvidia. Une fois que la croissance ralentira, et Wall Street prévoit environ 820 centres de données au cours des 5 prochaines années. Si vous avez ce risque du type « pas dans mon jardin », et ensuite le risque lié à l'explosion des coûts de la mémoire, cela va freiner la croissance parce que, encore une fois, sur un marché de commodités, des prix élevés tuent la demande, n'est-ce pas? C'est ainsi que fonctionne le marché. Et ensuite, il y a tout ce problème logistique lié à l'énergie, acheminer l'électricité vers les centres de données. Donc, il y a 3 ou 4 choses qui se passent en même temps. Vous avez des investissements massifs, tout le monde se précipite sur la même opportunité, et maintenant ces défis commencent à apparaître. C'est pourquoi nous recommandons de placer votre capital dans les actions de gaz naturel, les actions de charbon et les infrastructures énergétiques qui soutiendront l'IA. Parce qu'au bout du compte, tout le monde investit dans les puces, mais personne n'investit dans les infrastructures énergétiques nécessaires pour alimenter toutes ces puces.
Très intéressant. Je pense que cela mériterait probablement un segment ou un épisode entier à part entière lié à la bulle de l'IA et au marché boursier qui l'entoure. Mais revenons à un événement survenu la semaine dernière. J'aimerais beaucoup avoir ton avis à ce sujet. La semaine dernière, plusieurs fonds de pension européens, à la suite du Forum économique mondial de Davos, ont annoncé qu'ils se retiraient des bons du Trésor américain. Ils ont essentiellement déclaré « C'est terminé pour nous ». C'était très surprenant, car les fonds de pension sont généralement très prudents, et la dette américaine a toujours été considérée comme un investissement sûr. Le communiqué de presse a évoqué l'irresponsabilité budgétaire de Washington comme l'une des raisons de leur décision, ainsi que l'instabilité politique. Penses-tu que nous verrons davantage d'investisseurs, de grands fonds de pension et d'autres détenteurs similaires, vendre leurs bons du Trésor et se tourner vers des placements plus sûrs pour atténuer ces risques? Eh bien oui. Donc la capitalisation boursière de l'or, la capitalisation totale du marché de l'or, est passée d'environ 8 à 12 billions, ou de 12 à 15 billions selon les sources, pour atteindre environ 34 billions. Et ce qui se passe, c'est que ce n'est pas seulement les États-Unis. Le Japon, la France et le Royaume-Uni suivent tous une trajectoire d'irresponsabilité budgétaire effrénée. Les États-Unis affichent des déficits proches de 6% du PIB, alors que sur les 40 dernières années, la moyenne tournait autour de 3%. Donc, on observe cette imprudence à Washington, cette imprudence en France, cette imprudence à Tokyo, cette imprudence à Londres. Et les investisseurs dans les obligations à long terme à l'échelle mondiale. Personne n'a gagné d'argent depuis 2022. En d'autres termes, lorsque les taux d'intérêt augmentent, les prix des obligations baissent. C'est ce qui pousse le capital vers les actifs tangibles. Nous en avons parlé dans notre livre « Comment écouter les marchés parler ». C'est un phénomène important. Les gens placent leur capital dans des actifs tangibles, des obligations, par exemple, partout dans le monde. Pas seulement aux États-Unis. Ils déplacent leur argent des bons du Trésor vers d'autres obligations à l'échelle mondiale. C'est donc une tendance, mais elle ne concerne pas uniquement les bons du Trésor. C'est une tendance qui touche de nombreux gouvernements irresponsables à travers le monde. Encore une fois, les actifs financiers ne sont que des certificats papier, des obligations, tandis que les actifs tangibles sont concrets. Il y a actuellement une migration massive de capitaux. Des milliers de milliards de dollars à l'heure où nous parlons. Ils passent des actifs financiers vers les actifs tangibles et vers les entreprises essentielles qui contrôlent ces actifs tangibles. Le ton très détendu du président Trump à propos de la vente du dollar alimente les spéculations selon lesquelles la monnaie américaine serait au début d'un déclin à plus long terme. Pensez-vous que c'est vraiment la direction qu'elle prend? Est-ce seulement le début? Nous en sommes probablement au troisième acte de tout cela. L'un des passages de notre livre cite Tocqueville et Tytler, datant des années 1700. La citation dit en substance « Une démocratie ne peut durer que jusqu'à ce que le peuple, les citoyens, découvrent qu'il peut se voter à lui-même des largesses tirées du trésor public, n'est-ce pas? » Ce qui s'est passé, c'est que nous sommes pris dans ce cycle des démocraties. Nous approchons de notre 250e anniversaire aux États-Unis cet été. Il y aura beaucoup de bruit autour de cela. Mais si l'on regarde à travers le monde, la durée de vie des démocraties est généralement d'environ 250 ans. Le cycle dont nous parlons dans le livre, les démocraties commencent souvent près de la phase de servitude. Pensez aux États-Unis après, disons, 1700, lorsque le Royaume-Uni exerçait un pouvoir immense sur les colonies. C'était une mauvaise situation aux États-Unis. Ensuite, on avance vers un grand courage, du patriotisme, de l'entrepreneuriat et de l'abondance. C'est le milieu du cycle. Mais après cela,
on se dirige vers la dépendance, l'apathie, puis de nouveau vers la servitude. C'est typique. Pensez simplement à l'Argentine ou au Venezuela. Le Venezuela et l'Argentine étaient autrefois des puissances mondiales, peut-être pas tout à fait au même niveau, mais comparables aux États-Unis ou à la France. C'est le même cycle, de la servitude à la foi spirituelle, puis au grand courage, à l'entrepreneuriat, à l'abondance, ensuite à l'apathie, à la dépendance et de nouveau à la servitude. Alors réfléchissez aux États-Unis, où en sommes-nous aujourd'hui? Nous avons clairement commencé à l'époque de la servitude, de la foi spirituelle, du grand courage et de l'esprit d'entreprise. Tout cela est bien loin derrière nous. Et maintenant, les nouvelles générations deviennent de plus en plus, franchement, de manière écœurante, dépendantes du gouvernement, n'est-ce pas? Et donc, quand il y a trop de personnes à charge et pas assez de contributeurs, c'est ce qui crée ces déséquilibres budgétaires, ces déficits. C'est ce qui provoque une dépréciation supplémentaire de la monnaie et c'est ce qui entraîne la migration du capital des actifs financiers vers les actifs tangibles. Fascinante. Peut-être la dernière question pour aujourd'hui. Cette semaine, nous avons entendu des prévisions selon lesquelles le dollar allait s'effondrer et être remplacé par l'or. Je suis très sceptique face à ce message apocalyptique, car un effondrement soudain du dollar américain provoquerait d'énormes bouleversements économiques aux États-Unis et dans le monde entier. Et l'or, même s'il s'agit d'un actif refuge, et comme vous l'avez mentionné, les capitaux se dirigent vers les actifs tangibles. On ne peut pas vraiment aller dans un magasin avec de l'or pour acheter ce dont on a besoin, pour acheter des courses par exemple, pour parler très simplement. Et il ne génère pas de revenus. Il les préserve, n'est-ce pas? Mais quelle est votre opinion à ce sujet? Allons-nous assister à l'effondrement du dollar et sera-t-il réellement remplacé par l'or? Oh non, c'est plutôt absurde. Il ne va pas être remplacé par de l'or. Les États-Unis ont toujours ces 15 ou 16 porte-avions, n'est-ce pas? Le reste du monde développé, en moyenne, en a 1 ou 2. Même la Chine. Donc le dollar américain est toujours soutenu par ces 16 porte-avions. N'oubliez jamais cela. Au bout du compte, avec la dépréciation de la monnaie, nous avons perdu tellement d'emplois aux États-Unis. Washington veut un dollar plus faible, mais ils ne vont pas le laisser devenir incontrôlable. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire pour stabiliser le dollar. Tout ce qu'il faudrait, c'est que la Fed redevienne plus stricte, n'est-ce pas? En d'autres termes, l'un des aspects dont nous ne parlons pas dans cette discussion est la perception de la Réserve fédérale à l'approche d'une réunion dite de la Fed de Trump. Rick Rieder ou Kevin Hassett, un nouveau gouverneur de la Fed, va entrer en fonction, et la perception générale est que ce gouverneur sera très accommodant, c'est-à-dire plus enclin à assouplir la politique monétaire. C'est un autre facteur qui fait baisser le dollar. Mais si un gouverneur de la Fed arrive et que l'inflation repart à la hausse plus tard dans l'année, ce que nous pensons probable, il suffit de regarder l'indice Bloomberg des matières premières par rapport à l'IPC. Chaque fois que nous avons observé cela au cours des 10, 20 ou 30 dernières années, l'indice Bloomberg des matières premières a fortement progressé. Le pétrole a augmenté d'environ 20%, soit environ 14% au-dessus de ses plus bas, n'est-ce pas? Le gaz naturel a augmenté d'environ 80% ces dernières semaines. L'indice Bloomberg des matières premières évolue donc dans ce sens, n'est-ce pas? Nous allons connaître une résurgence de l'inflation. Si la Fed revient plus tard dans l'année et tente à nouveau de lutter contre l'inflation en relevant les taux, le dollar va se renforcer de manière spectaculaire. Tout repose sur les anticipations. C'est lié au fait que nous avons pris à Washington de nombreuses mesures qui ont effrayé nos partenaires commerciaux. Nous avons accumulé d'énormes déficits budgétaires. La Fed a fait des promesses, elle a baissé les taux,
Et le bilan de la Fed est en réalité en train de s'élargir. En d'autres termes, ils refont du QE. Donc, tous ces éléments affaiblissent le dollar. Mais c'est très facile à inverser. Et je pense qu'il y a une forte probabilité que réfléchissez à ça, d'accord? Pensez simplement à ce comportement insensé qui se déroule à Washington. Nous avons des déficits de 1,8 billion de dollars, n'est-ce pas? Il y a 1,5 billion de dollars de dépenses en centres de données venant de la Silicon Valley. Ça fait près de 3 billions de dollars de relance, non? Et en ce moment, le PIB de la Fed d'Atlanta est autour de 4% ou 5%. Et vous stimulez autant, n'est-ce pas? Donc la probabilité que l'inflation rebondisse plus tard dans l'année et que la Fed doive à nouveau relever les taux est très élevée. Et cela stabiliserait le dollar. Larry, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et pour cette discussion si passionnante. J'espère que tu reviendras bientôt pour un nouvel épisode. Merci, Lena.